about you and they're trying to put their foot on your neck. If you stay down, you will never ever get that resolve. Fortify your mind and feel this level of happiness as you rise. One time in your life, but I'm blessed to be able to feel this again and again and again and again and again. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur After Fight. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. J'ai avec moi Nicolas Hott. Nicolas, comment ça va? Ça va très très bien, je te remercie Kevin. Eh bien écoute, c'est un plaisir de te recevoir sur mon podcast. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, j'invite à regarder l'interview que j'avais fait de toi, donc déjà par le passé. Donc Nicolas Hott, préparateur physique, entraîneur, nutritionniste. Est-ce que j'ai oublié une casquette? On est bien déjà, hein. On est bien déjà, super. Alors moi, je t'ai fait venir sur ce podcast, c'est pour parler aujourd'hui un peu de comment choisir son gym. C'était un sujet qui m'était cher et j'ai pensé directement à toi parce que je sais que tu as voyagé donc à l'étranger. Tu as été aussi préparateur physique au MMA Factory. Aujourd'hui, tu es au Mamoudi Gym. Enfin voilà, tu as vu le sport évoluer. Donc j'imagine que tu as une vision globale de l'évolution du sport ainsi que de l'entraînement. Toi, si tu devais résumer ça aujourd'hui, comment un athlète, un combattant de MMA, il doit choisir sa salle pour aller s'entraîner? Pour moi déjà le premier critère pour un athlète, et je pense que tu veux parler de quelqu'un qui veut réussir, qui veut performer, c'est déjà d'être dans un endroit où il se sent bien. C'est la première des choses. C'est-à-dire que se sentir bien, ça ne veut pas dire que c'est pas dur, mais ça veut dire qu'il y a une confiance réciproque entre les entraîneurs et l'entraîné, qui fait que les deux se joignent dans l'objectif et dans le projet. Si mon projet, c'est d'aller au championnat du monde et que toi, tu y crois, que moi, j'y crois et que tous les deux, on œuvre dans la même optique de ce projet, ben dans ce cas-là, on peut aller chercher cette performance. Si déjà, il y a un désaccord dès le début dans le projet et s'il y a une mésentente peut-être dans la quantité d'entraînement, dans la qualité des entraînements, dans la diversité des entraînements, et ben déjà, ça pose souci. Donc, déjà, c'est presque un contrat qui doit être passé, dans lequel moi qui viens dans une salle, qui découvre une salle, il faut que je vois si cette salle elle correspond effectivement à mon mode de fonctionnement, à mon caractère, à mes objectifs, à mes ambitions. Et puis, est-ce qu'on a une confiance mutuelle? Alors, ça se gagne la confiance, hein. Quand vous arrivez dans une salle, l'entraîneur, vous n'allez pas avoir sa confiance de prime abord. Il va falloir la gagner avec sa sueur, avec son travail, avec son acharnement. Et au fur et à mesure, il va y avoir un retour de l'entraîneur qui va dire, OK, quand j'investis du temps et de l'énergie sur cette personne, elle me le renvoie bien. Pourquoi? Parce qu'elle progresse. Pourquoi? Parce qu'elle est présente à l'entraînement. Et donc, je peux construire quelque chose avec cette personne. Et donc, à partir du moment où il y a cette entente-là et qu'il y a un projet qui est possible des deux côtés, eh ben, on a trouvé une salle qui nous plaît. Ça peut être parfois la salle qui est juste en bas de chez nous. Parfois, c'est une salle qui est un peu plus loin. Et parfois, c'est une salle qui est beaucoup plus loin. Et ça dépend de plein de facteurs. Et est-ce que tu penses que d'aller piocher dans plusieurs salles, est-ce que c'est bon ou pas? Alors, c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Comme toujours, ça dépend de plein de facteurs. Mais moi, ce que j'observe globalement, c'est que quand on a la possibilité de tout faire dans une salle, c'est mieux. Parce que vous êtes dans une salle, vous avez des gens qui vous entourent, qui vous voient au quotidien, qui vous observent au quotidien, qui connaissent votre charge de travail. Et du coup, ils ont confiance en vous quand ils vont en compétition avec vous. Ils savent à quel point vous progressez. Et au-delà de ça, moi, c'est ce que je vois au Mamoudi. Les gens que j'entraîne tout le temps, je vois qu'ils obtiennent de bien meilleurs résultats, ou les gens qui font tous leurs entraînements au Mamoudi, ils ont de bien meilleurs résultats que ceux qui viennent de manière épisodique. Et pourquoi? Parce qu'il y a un travail complémentaire qui est mis en place entre les différents enseignants du Mamoudi qui font que, effectivement, quand tu viens toute la semaine, l'ensemble du travail est là. Quand tu vas ailleurs, on ne sait pas exactement quelle est la méthodologie ailleurs, quelle est l'intensité de travail, quelle est la pédagogie. Et donc, finalement, parfois, à vouloir aller un petit peu partout, on va nulle part et on progresse beaucoup moins rapidement qu'en restant dans une salle. Il y a des exceptions. Je prends l'exemple de Delphine, qui est chez nous le matin au Mamoudi, qui est le soir
à Fight Industry, donc à côté de chez moi à Évry, avec un coach qui s'appelle H en boxe anglaise. Et donc, Delphine, elle travaille très très bien sur la boxe anglaise avec ce coach le soir. Et après, le matin, on fait tout ce qui est MMA, etc. Et donc, c'est quelque chose qui fonctionne bien, mais parce qu'il y a une entente et il y a des fonctionnements qui sont complémentaires. Toi, pour toi, l'équipage, la team, le staff qui doit entourer un combattant, si tu devais le définir, c'est quoi précisément? Tout d'abord, c'est l'entraîneur. L'entraîneur, c'est le maître du navire. Et un combattant et un entraîneur peuvent aller au plus haut niveau. C'est-à-dire sans personne d'autre, juste un entraîneur et un combattant, ils peuvent aller au plus haut niveau. L'entraîneur, c'est la pièce principale, c'est la pièce la plus importante. Maintenant, l'entraîneur, historiquement parlant, il avait toutes les casquettes. L'entraîneur était nutritionniste, psychologue, préparateur mental, préparateur physique, kiné, il faisait tout. Avec l'augmentation du niveau, l'augmentation des revenus, on a eu une spécialisation, une professionnalisation des différentes casquettes. Et donc, effectivement, on a des préparateurs physiques qui sont spécialisés, on a des entraîneurs qui sont spécialisés, on a des préparateurs mentaux qui sont spécialisés, etc., etc. Et donc, on peut, en tant qu'entraîneur, s'entourer d'un staff qui va nous aider dans la performance et dire, OK, je vais m'aider d'un kiné, je vais m'aider d'un préparateur physique, je vais m'aider d'un préparateur mental, je vais m'aider d'un prof de boxe anglaise, je vais m'aider d'un prof de lutte. Et donc, je vais faire appel à une équipe. Et cette équipe, si elle est bien managée, si elle est bien cadrée par un head coach, et ben cette équipe, elle peut aller très loin. Mais la base, la pièce maîtresse de l'entraînement, c'est l'entraîneur. D'accord. Et tiens, une question un petit peu sortie du lot du sujet. Est-ce que toi, aujourd'hui, quand tu vois l'évolution du MMA, pour toi, il est devenu compliqué, justement, toutes ces parties qu'il faut avoir autour? Tu vois, nutritionniste, préparateur physique. Comme tu as dit avant, l'entraîneur, il faisait tout. Et Ouais. est-ce que, comment tu juges ça, en fait? Bon, il y a deux façons de voir la chose. La première façon, et c'est ce que je dis souvent, quand on est un professionnel de l'entraînement, c'est mon cas, et c'est le cas de d'autres entraîneurs qui sont professionnels de l'entraînement, qui ne vivent que de ça. Et quand on est professionnel et qu'on fait ça depuis, je ne sais pas, 5 ou 10 ans, bah, on a eu le temps de se former à d'autres choses. C'est-à-dire que en 10 ans, c'est presque inexcusable de ne pas avoir pris le temps de se renseigner sur la nutrition, de ne pas avoir pris le temps de se renseigner sur la préparation physique. Je ne dis pas qu'on doit être le meilleur expert de préparation physique ou de nutrition, mais je dis qu'on a le temps de se renseigner, de s'instruire et de devenir compétent dans ces domaines-là. Maintenant, on peut se faciliter la tâche et s'entourer de préparateurs physiques, de nutritionnistes, si ils sont compétents, si ils connaissent la discipline, si ils ont compris vraiment ce qui se passait dans la discipline, parce qu'il y a beaucoup d'imposteurs aussi qui sont là, qui pensent connaître, qui pensent savoir, et qui en fait n'ont aucune idée de ce qu'est un vrai cutting, n'ont aucune idée de ce qu'est un régime, n'ont aucune idée de ce qu'est un entraînement. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, l'expérience et de l'entraîneur et d'avoir la double casquette, d'avoir été combattant et entraîneur, ça permet quand même d'avoir un retour d'expérience qui est beaucoup plus important. Mais aujourd'hui, si on regarde des entraîneurs comme Fernand Lopez, si on regarde des entraîneurs comme Aldric Cassata, si on regarde des entraîneurs comme Hatch, c'est des gens qui effectivement peuvent déléguer certaines parties du travail, mais qui peuvent aussi, s'ils le souhaitent, prendre en main une grande partie de la nutrition ou de la préparation physique, etc. etc. Donc, effectivement, avec le temps, ils se sont formés pour pouvoir aussi être compétents sur ces différents domaines. Une question que je voulais te poser, toi à l'époque où tu travaillais et où tu étais préparateur physique, donc au MMA Factory, c'était la salle à Rungis? Non, c'était la salle dans le centre de Paris, c'est ça? C'était la première salle du MMA Ouais, dans le Factory. 12e arrondissement. Voilà, dans le 12e, je confonds. Et justement, ils ont ouvert là, donc le Venom MMA Factory. Euh, je suppose que tu as dû y aller quand même. Ouais. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous expliquer la différence entre ces deux salles et est-ce que pour toi c'était bénéfique, tu vois, quand tu passes d'un petit gym à ce grand gym en fait? Ouais, bon, la salle de Rungis, elle est magnifique. Euh,
tu as une surface qui est énorme. La problématique qu'il y avait au Factory sur Paris, c'était une problématique de nombre de personnes par rapport à l'espace disponible. On pouvait se marcher sur les pieds. Il y avait même parfois des blessures sur des phases de lutte parce qu'on rentrait dans les gens qui étaient derrière ou qui étaient tombés, etc. etc. C'est une problématique Venom parce que le Venom, il est immense. Il y avait un ring, enfin il y a un ring au Venom Training Camp et il y a une cage aussi qui me semble elle est immense la cage, hein. Je suis même pas sûr qu'elle soit aux dimensions tellement elle est grande parce qu'elle est très très grande. Et donc c'est sûr qu'avoir une grande cage, en tout cas aux dimensions des cages officielles, et avoir un ring aux dimensions, c'est toujours quelque chose qui est très utile. Il n'y a pas à en douter, il y avait un espace préparation physique qui était très 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 important. Et puis il y avait un confort. Moi, ce que j'entendais, le retour des athlètes qui étaient là-bas, c'est beaucoup d'athlètes qui finalement passaient la journée là-bas, venaient faire un premier entraînement, ensuite manger, rester un petit peu, et puis venaient faire un deuxième entraînement. Donc un petit peu comme les grandes salles américaines. Et ça, c'est vrai que c'est confortable quand il s'agit de faire le truc. C'était le cas déjà sur le MMA Factory dans le 12e arrondissement, mais il y avait moins de place, donc c'était moins à l'aise et moins confortable pour le faire. Et justement, je te parle de ça parce que c'est la différence avec les grandes salles à l'étranger. Justement, les combattants peuvent y passer la journée. Est-ce que pour toi, c'est important d'avoir tout ce système mis en place pour que le combattant il n'ait pas à aller à droite à gauche ou non, en vrai, avec une petite salle, une petite superficie, on peut faire de grandes Ouais. choses. Alors déjà, aux États-Unis, il y a des grandes salles, mais il y a aussi plein de petites salles. Ouais. Je te prends l'exemple de chez Mayweather. C'est pas très grand. Tu as 2 rings, tu as une ribambelle de sacs de frappe, mais c'est pas beaucoup plus grand que le Mamoudi. Après, c'est un pays dans lequel il y a beaucoup d'espace, donc il y a beaucoup de salles qui sont très grandes. Mais si tu vas chez Danaher, pareil, c'est pas extrêmement grand. Tu vas chez Fight Ready, Henri Cejudo, effectivement, c'est très grand. Tu vas chez Lekié, c'est très grand. Ça ressemble au MMA Factory à Paris. Pas au Venom, mais à celui de Paris. C'est un petit peu le même modèle. Plein de petites salles, etc. Mais si tu veux, tu as des grandes salles, tu as des plus petites salles. J'étais chez Di Bravo, c'est pas immense. Tu as des grandes salles, tu as des plus petites salles. Mais c'est pas ça, c'est pas la salle qui fait la qualité du travail, c'est pas la salle qui fait le champion, c'est les entraîneurs, c'est l'ambiance, c'est la culture de la salle. C'est ça qui compte. Et encore une fois, nous, ce qu'on voit au Mamoudi, donc nous, on a des entraînements, on a choisi de faire des entraînements bi-quotidiens au Mamoudi, donc le matin et le soir. Et donc 10h midi le matin, 18h, 20h le soir, ce qui permet aux athlètes de se coucher tôt. Commercialement parlant, ce n'est pas l'idéal. Si tu veux faire beaucoup d'argent, c'est mieux de placer des cours plutôt entre 19 et 21h ou 20h, 22h. Par contre, si tu veux faire du haut niveau, si tu veux travailler avec des athlètes et leur permettre d'avoir un repos qui est optimisé, faire des entraînements entre 10h et midi, ils ont le temps de dormir le matin. Entre 18 et 20h le soir, ils ont le temps de dormir le soir. Et donc, c'est très intéressant. Nous, on a des athlètes qui rentrent chez eux, ils peuvent dormir sur place s'ils le veulent. C'est ce que font ceux qui viennent en training camp parce qu'on a des logements sur place. Mais la plupart du temps, ils rentrent chez eux et ensuite ils reviennent pour 18h. Et ça fonctionne très très bien. D'accord, ouais, et cette salle, ben, c'est vrai, on voit passer les stories. Il me semble le lieu, il est un peu secret, non? Il me semble pas, il y Ouais, a c'est pas, ça. voilà, c'est pas accès au public, j'imagine. Est-ce que tu peux nous parler ça fait combien de temps que tu es là-bas et la synergie enfin, là, tu viens de nous parler un peu de comment ça se dirige les journées là-bas, mais pourquoi tu es allé là-bas plutôt que t'exporter à l'étranger? Enfin, j'imagine que tu as ta famille aussi en France, mais j'imagine que des possibilités, quand on part du MMA Factory, on en a plein. Ouais, j'ai beaucoup de propositions quand je suis parti du Factory, que ce soit des salles sur Paris, que ce soit de s'occuper de postes dans la préparation physique pour des équipes de France, etc., etc. Donc j'ai beaucoup de propositions. Et effectivement, j'ai eu un coup de cœur sur le Mamoudi, sur les frères Mamoudi, sur l'ambiance qu'il y avait là-bas, et puis sur le fait qu'on partait de zéro sur la section MMA, c'est-à-dire qu'il y avait une salle qui était belle, qui était disponible, mais avec vraiment pas de section MMA, jamais eu de section MMA auparavant, et avec la possibilité de s'appuyer sur un staff solide pour le pied-point. Et donc, vraiment, honnêtement, c'est le cœur qui a parlé plus qu'autre chose. Il y avait des opportunités qui, financièrement parlant, étaient plus intéressantes, mais le cœur, l'ambiance, voilà, moi je suis à un stade où vraiment j'ai besoin de travailler avec des gens sur lesquels il y a vraiment cette relation
cette bonne énergie. D'ailleurs, c'est tous ceux qui viennent au Mamoudy, c'est ce qu'ils disent, hein. Ils disent c'est étonnant l'énergie, la bienveillance qu'il y a dans cette salle. Et donc, j'ai commencé concrètement à mon retour des États-Unis au Mamoudy, donc février 2022. Et puis rapidement, on a beaucoup de noms qui sont passés à la salle, des grands noms du MMA français, des grands noms de la boxe pied-point, des grands noms du karaté, du judo. Voilà, on a beaucoup de gens qui sont passés par la salle. Et puis, on a des gens qui sont restés. Et puis, on a eu une sorte de noyau dur de compétiteurs. On a Elias Mahmoudi, on a Yacine Bouganem, on a Kenji Grillon, qui performe maintenant au karaté combat, qui a commencé chez nous, qui était champion du monde de karaté, qui a commencé chez nous et qui a gagné 3 victoires au karaté combat et qui va probablement disputer le titre. Donc c'est une très belle transition parce que là il a battu le vainqueur de la catégorie, ce qui est pas une mince affaire, l'ancien champion de la catégorie. On a Alexis Barbosa qui est arrivé, qui a fait sa transition vers le kickboxing, qui a fait 12 combats en un an, qui a fait 12 victoires. Donc très grosse fierté. On a Charline Van Snick qui faisait une pause du judo et qui a pour projet de revenir au plus haut niveau pour aller chercher un résultat au niveau olympique. Et Charline, elle est revenue, elle a commencé à mieux performer, elle a bousculé des filles qui sont placées sur l'échelle mondiale, en judo, hein, je parle. Donc, on est encore sur une discipline qui n'a rien à voir avec les deux autres disciplines dont on parlait avant. On a parlé de kickboxing, on a parlé de karaté combat, on a parlé de Muay Thai avec Elias. Maintenant, on parle de judo. Donc, Charline, on verra le résultat dans un an, en 2024, sur les Jeux Olympiques. Est-ce qu'on arrive au bout du projet, c'est-à-dire à décrocher une médaille olympique ou pas? C'est notre objectif en tout cas. Et puis, on avait le MMA, notamment le MMA professionnel avec Yoni, qui est plutôt sur une fin de carrière, donc avec l'objectif de finir la carrière sur quelques victoires, éventuellement prendre la ceinture d'arrêt si a la possibilité. C'est pas facile, Yoni, elle est âgée, elle sort d'une grossesse, etc. Donc, c'est pas facile, mais c'était le projet avec Yoni. Et puis, on a, du côté de la relève, on a 2 amateurs confirmés. Delphine, qui nous a rejoint relativement récemment, en janvier 2023, je dirais, autour de janvier-février, qui suit une belle ascension. Pareil, on a des objectifs qui viennent de gagner le championnat de France, qui viennent de gagner aussi un combat la semaine d'avant, qui gagne des combats en boxe anglaise, voilà, qui est très active et qui l'objectif pour elle, c'est d'être très exigeant parce que c'est d'aller chercher. Elle est déjà médaillée de bronze aux Europes et au monde. Et l'idée, c'est d'aller chercher les médailles d'or avant son passage en professionnel en 2024. Et puis, on a Ellie, qui a commencé la compétition de MMA cette année, qui a fait, il me semble, 8 combats cette année, 8 ou 9 combats, qui malheureusement s'est incliné en finale des championnats de France ce week-end. Grosse déception parce qu'il n'a pas du tout performé au niveau où on l'attendait, où moi je l'ai vu en sparring. Sur un adversaire qu'il avait déjà battu, Ellie l'avait battu il y a 2 ou 3 mois. Donc, énorme déception parce que le but pour Ellie, c'était gagner les championnats de France pour aller faire les championnats d'Europe, les championnats du monde, pareil que Delphine, et puis passer en pro en 2024. Et donc, on va voir comment ça va se passer la suite pour Ellie. Mais en tout cas, voilà, des résultats qui sont assez encourageants pour la team. Un petit groupe dans des disciplines de sport de combat qui sont très diversifiées, avec une super ambiance et beaucoup de partage. Et puis, moi qui assure les cours le matin, le soir, on a la boxe taille avec les frères Mahmoudi. On a la lutte avec Maxime François. Moi, je te disais, là, on a retardé un peu le podcast parce que j'ai été au cours de Maxime François. C'est un cours qui est exceptionnel, c'est un cours que j'adore. C'est un cours qu'on a souhaité rendre ouvert à toutes les équipes. Donc, ce soir, par exemple, on avait Papou Lélé qui est au MMA Factory. On avait David Gallon qui s'entraîne chez lui et qui combat au Bellator. On avait putain, j'ai un trou de mémoire. On avait Laurent Louis de la Snake Team. On a régulièrement d'autres combattants d'autres équipes. Et c'est super, c'est vraiment le rendez-vous des combattants de MMA qui veulent se mettre à la lutte, qui apprécient la pédagogie max. Et on a voulu en faire un cours sans étiquette. Ça a lieu au Mahmoudi. Vous pouvez taguer le Mahmoudi si vous voulez. Ça nous fait plaisir, bien évidemment, toujours. Mais ce qui est important, surtout, au-delà de ça, c'est qu'on puisse avoir du sparring, qu'on puisse avoir de l'échange et que toutes les équipes puissent se réunir pour pouvoir performer à l'international et au haut niveau. Et c'est vraiment ce qu'on a voulu faire avec ce cours du mardi soir. Et pareil, toujours avec cette super ambiance et tout. Donc voilà un peu comment s'est construit le travail au Mahmoudi, dans la bonne ambiance, dans la bonne humeur, dans le partage, dans le respect, mais aussi
quand il le faut, dans la difficulté, parce que c'est comme ça que naissent les champions. Super, super. Et j'ai écouté dans un podcast, dans un de tes podcasts, où tu parlais justement un peu euh, de la vidéo. J'ai trouvé Ouais, ça vraiment très très intéressant. Il me semblait jamais en avoir entendu parler. Alors ça, c'est d'où ça t'est venu cette idée de un peu tout filmer et après le combattant, il en fait un peu ce qu'il veut, s'il veut en mettre un peu une partie sur les réseaux, mais surtout il y a un travail qui est fait derrière en fait. Est-ce que toi derrière tu regardes ces vidéos avec les ouais, coachs, avec le ouais. combattant, comment ça se passe? Qui c'est qui s'occupe de tout ça? Parce que c'est un travail énorme en fait. Ouais, c'est un travail énorme. En fait, ce qui se passe, c'est que l'analyse vidéo, c'est quelque chose qui est fait dans toutes les disciplines sportives professionnelles, hein, simplement. Sauf que nous, en MMA, on n'a pas forcément les moyens de placer des caméras un petit peu partout, puis de regarder tout ça. Et donc, ce que je fais, c'est que comme moi, j'ai souvent des stagiaires qui viennent apprendre la préparation physique, des stagiaires en kiné. Globalement, j'ai tout le temps des stagiaires depuis des années et des années. Ce que je fais, c'est que simplement, le deal que j'ai avec mes stagiaires, c'est je vais te donner autant de savoir que tu veux. Par contre, ta mission, c'est de prendre ton téléphone portable et de filmer là où je te dis de filmer. Donc, si moi, je suis sur un combat et que je veux pouvoir montrer des choses, je lui demande de filmer ce que je regarde. Mais la plupart du temps, je suis sur un combat en train de coacher et je lui dis, tiens, va filmer l'autre combat là-bas parce que je ne peux pas bien le voir. Et quand je vais rentrer, je vais regarder, je vais sélectionner des parties du combat qui m'intéressent. Par exemple, à tel moment, tu n'as pas fait l'action que je voulais, tu n'as pas défendu le takedown comme je voulais, etc. Et je vais te l'envoyer. Ou à tel moment, tu l'as fait comme je voulais et je vais te l'envoyer. Et donc, dès que je rentre, je regarde les moments intéressants, les moments importants des combats, et je les renvoie à mes combattants pour qu'ils puissent s'améliorer sur ces phases-là. Super, génial. Justement, tout à l'heure, on parlait un peu tu parlais de Aldric Cassata. Euh, Dans le sud, on a le Marseille Fight Club, qui est Ouais. pas très loin de chez moi. On a le Boxing Squad. Est-ce que tu trouves qu'il y a un retard dans le MMA par rapport le nord au sud? Alors, moi, ce que je vois de Marseille Fight Club, je suppose, c'est l'équipe de Foissard, c'est ça? Tout à Jean-Michel fait, Foissard? tout à fait. Voilà, c'est des mecs qui font du boulot, que ce soit Jean-Michel Foissard, que ce soit Aldric Cassata, c'est des mecs qui font du super boulot. Moi, Aldric, je l'ai découvert avec l'équipe de France en 2019. C'était l'entraîneur de l'équipe de France. Moi, j'étais son adjoint quelque part. Je l'ai rejoint dans cette aventure. Et si tu veux, ce que j'ai beaucoup apprécié avec Aldric, c'est qu'il avait cette position parce qu'il avait déjà emmené Axel Sola, il avait déjà amené Manon Fiorot. Et si tu veux, il a laissé énormément de place. Il n'a pas du tout mis son ego en avant. On a vraiment collaboré d'égal à égal. Il y avait Yuri Bedjenari qui était avec nous aussi. Et on avait des discussions qui étaient super intéressantes. Et moi, surtout, j'ai découvert quelqu'un qui était passionné. Et moi, qui suis moi-même passionné, j'aime beaucoup ça, la passion, le professionnalisme. Donc, je suis ce qu'il fait de loin. On se croise une fois de temps en temps dans un gala, chez Arès ou ailleurs. Mais globalement, on se suit de loin. Et j'aime beaucoup le travail qu'il fait. J'apprécie beaucoup. Pour moi, il n'y a pas de retard dans le sud. Par contre, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une densité de population qui est pas forcément qui est plus faible. Et c'est pour ça que je trouve que, justement, c'est ce que je dis souvent, sortir des combattants comme ça avec une densité qui est plus faible, c'est encore peut-être même plus une preuve de travail et de brillance que nous en Ile-de-France, où on a vraiment une concentration de talent qui est impressionnant. Et je sais qu'un des thèmes dont tu voulais discuter dans ce podcast, c'est ce qui se passe à l'étranger dans des clubs et tout. Et moi, c'est ce qui m'a marqué quand j'étais aux États-Unis. Effectivement, j'ai vu des gens qui étaient forts, mais souvent sur des distances qui étaient extrêmement grandes. C'est-à-dire que tu es à Los Angeles, il faut conduire 1 heure là, il faut conduire 45 minutes là, il faut faire ça, etc. Quand tu vas au Mamoudy, sur le tapis, tu as 3, 4, 5 champions du monde en même temps. Tu as des gens qui ont fait. Tu as Charline qui a fait les Jeux Olympiques. Tu as Kenji qui est champion du monde de karaté, qui a fait les Jeux Olympiques, Charline, et qui est médaillé olympique, médaillé d'or au championnat d'Europe 2 fois, médaillé au championnat du monde. Tu as Kenji qui est champion de France, champion d'Europe, champion du monde. Tu as Alexis qui est champion de France, champion d'Europe, champion du monde. Tu as Elias qui est champion du monde. Et tu as tout ça qui est réuni dans une petite salle de banlieue. Et sur le tatami, tu as tout cet échange qui est possible. Et moi, aux États-Unis, effectivement, j'ai vu des gens qui étaient forts, mais j'ai rarement vu un niveau de talent aussi grand réuni sur le même tatami. Et je parle même pas il y a des matins où on a Maxime François, on a Thomas Loupersan, et on a le meilleur du grappling, le meilleur du pied-point, le meilleur du striking en vitesse, le meilleur du judo réunis sur le même tatami, et tout ça échange.
Et ce qui est hallucinant, et c'est ce que je dis parfois, tu peux être au Mamoudi, tu peux être dans la séance, et tu sais, en général, quand tu vas t'entraîner, ou quand tu vas pas t'entraîner, tu dis putain, ah ouais, je suis pas allé m'entraîner, j'ai loupé quelque chose. Et ben au Mamoudi, tu peux être présent et louper quelque chose. Parce que toi, tu es en train de travailler à Clinch-Tie avec Mamar et tu es en train de travailler, tu es en train de progresser là-dessus. Et il y a Thomas qui est à gauche, qui fait une leçon sur le grappling. Et comme tu peux être qu'à un des deux endroits, tu es en train de louper un des deux trucs. Et tu sors de la séance et tu dis putain, j'ai loupé ce truc. Et tu as Choco qui travaille les saisies de l'autre côté. Et c'est moi, ce truc-là, ce laboratoire de sportif, c'est quelque chose que j'adore, qui me fascine et qui me passionne. Super. Et du coup, comment tu juges toi l'évolution justement du MMA depuis la légalisation? Ça va bientôt faire 4 ans. Si on fait un peu l'état des lieux, comment tu l'as vu évoluer et qu'est-ce que tu en penses à l'heure actuelle? Alors, d'un point de vue médiatique, déjà, on a eu une énorme évolution du MMA, c'est-à-dire que tu vas à Arès, je parle du plus gros, pour moi, Arès, c'est le plus gros événement Ouais. de MMA en France. Tu vas à Arès, tu as Madame Tout le Monde qui est présente. J'ai bien dit Madame, parce que qui est Monsieur Tout le Monde qui soit présent, c'est déjà un pas en avant. Mais il y a Madame Tout le Monde qui est présente, c'est-à-dire une nana qui veut juste passer un bon jeudi soir, un bon vendredi soir. Elle va aller à Arès pour passer une bonne soirée et aller regarder un spectacle. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça, avant, ça n'existait pas. Tu allais dans un gala de boxe thaï à l'époque, c'était ghetto. C'était ghetto, c'était pas mainstream, c'était pas pour tout le monde et tu pouvais pas y aller. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, le MMA arrête, c'est fashion, c'est tendance et tu vois un public qui est extrêmement diversifié et c'est top de voir ça. Donc déjà, sur l'aspect médiatique, il y a une progression qui a été phénoménale. Sur l'aspect des combattants amateurs, il y a une progression qui a été très, très, très importante. On voit que le niveau des amateurs est très élevé. On n'est pas encore au niveau de l'étranger. Et ce qu'on voit aussi, là, par exemple, au championnat de France qui ont eu lieu ce week-end, on voit qu'il y a eu une énorme confirmation des mecs qui étaient déjà champions de France. Donc, c'est-à-dire qu'eux ont progressé. Mais ça veut dire aussi, moi, ce que j'aurais aimé aussi, c'est qu'il y ait pas mal de mecs. Tu vois, on a vu des mecs à la Supreme League qui ont combattu et qui étaient vraiment très forts. J'aurais aimé voir ces mecs-là. Je pense à Mathis chez les 70 kilos. Je pense à un 84 kilos là, musclé qui a battu Nelson, un mec de la old school aussi. Je pense à ces mecs-là, j'aurais aimé les voir au championnat de France et voir ce qu'ils auraient pu faire face aux champions en titre et voir s'ils auraient pu les battre ou pas les battre ou les mettre en difficulté. Et sur le plan amateur, on a encore un retard, notamment sur la lutte. On progresse, on performe au niveau européen. Au niveau mondial, on n'est pas encore au niveau. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur le niveau amateur, ceux qui sont au niveau mondial, ce sont des gens qui sont amateurs et qui sont sur les compétitions mondiales depuis 1, 2 ou 3 ou 4 ans. Donc il y a du temps d'amateurisme. Là où en France, on veut très rapidement passer professionnel. On a eu la chance avec cette équipe amateur de la conserver justement depuis février 2022, en grande partie. Je parle des frères Prigent, je parle de Mathilde, je parle de Delphine, je parle de Soussou, qui a perdu la finale sur une décision partagée, un truc un petit peu compliqué. Mais ça nous a permis d'obtenir de meilleurs résultats. Et puis on va voir là au championnat d'Europe, au championnat du monde IMAF, on va voir comment ça va se passer. Mais en tout cas, oui, il y a une belle progression des amateurs, il y a un gros niveau des amateurs. Les gens commencent à se rendre compte aussi du niveau des amateurs et du niveau de l'amateurisme. Et tout ça, ça va pousser le professionnalisme vers le haut parce que quand ces mecs-là, ils vont passer pro, attention les dangers. Les Prigent, ça va être dangereux. Delphine, Mathilde, ça va être dangereux. Soussou, ça va être dangereux. Soussou, c'est un mec qui a 20 ans, je crois, 19 ou 20 ans. Voilà, il a 20 combats amateurs, Soussou. Les Prigent, ils ont 20 combats ou 21 ou 22 combats amateurs. Donc ces mecs-là, quand ils vont passer pro, attention le danger. Ils vont faire mal à beaucoup, beaucoup, beaucoup de pros. Et toi, pour toi, le circuit amateur, je sais que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Toi, aujourd'hui, tu prends autant de plaisir à aller regarder des compétitions et entraîner des amateurs que des professionnels? Je veux dire, pour Je toi, prends c'est même pas. important. Honnêtement, parfois, je te donne un exemple au championnat du monde amateur. Je prends beaucoup plus de plaisir à regarder les finales du championnat du monde amateur que le Brave qui a lieu le lendemain, dans lequel je m'ennuie de manière. Je m'ennuie énormément. Après, il faut comprendre qu'en tant qu'entraîneur,
c'est un peu différent. C'est-à-dire que moi, souvent, je vais prendre beaucoup de plaisir dans des fights dans lesquels les gens vont un peu s'ennuyer. Et je vais m'ennuyer dans des fights sur lesquels les gens vont prendre beaucoup de plaisir. C'est-à-dire que je vais être fasciné par l'aspect technique et technico-tactique. Et parfois, finalement, des fights qui vont être un peu déséquilibrés et qui vont pas être. Bah, ça va un peu m'ennuyer. Alors, j'ai beaucoup d'intérêt quand c'est des gens que je connais, tu vois. C'est ce que j'aime beaucoup quand je vais regarder Arès, parce que je vois plein de combattants que j'ai coachés dans une partie de ma carrière, ou soit sur le tatami, soit en compétition. Jordan Zebo, Paulin, Virgile, j'ai été dans son coin au championnat du monde. Axel, j'étais pas dans son coin, mais tu vois, donc c'est des gens dont j'ai suivi le parcours. Donc quand je les vois performer en professionnel, j'ai beaucoup d'intérêt à les voir performer. Ou des amis, tu vois, d'Aguirre, etc., des gens que j'ai côtoyés ou des amis. Mais c'est vrai que souvent, je prends plus de plaisir. Là, j'ai pris beaucoup de plaisir, par exemple, au championnat de France, à regarder combattre les frères Prigent, à regarder comment ils combattaient. J'aime beaucoup leur style et voir comment ils imposent leur style. Je trouve ça très intéressant. Super, Nico. Ben écoute, on a terminé pour la première partie du podcast. On va passer à la deuxième. Donc c'est un peu l'actualité. Je t'ai prévu quelques Ouais. petits sujets. J'aime beaucoup ta vision du MMA. J'aime beaucoup t'écouter en parler aussi. Donc là, il y a eu l'UFC 290. Je voudrais savoir qu'est-ce que tu as pensé de... Je suis désolé, j'ai pas eu le temps de le voir. C'est vrai, donc je te parle pas de Duplessis. Est-ce que j'imagine Mais en que... fait, je connais tous les résultats, hein. Bien évidemment, je Ouais, connais mais tous les t'as pas vu le résultats. combat. J'ai j'ai vu le KO, Ok, sur mais j'ai Whittaker. pas eu le temps de voir les combats. En fait, j'étais au championnat de France. Ok, Donc, je regardais les combats, je préparais le truc, etc. Ensuite, il y a le lundi qui est passé, grosse journée, mardi, grosse journée. Et donc, je pensais me poser tranquillement demain pour le regarder, l'UFC, avec beaucoup de retard. Mais ouais, je vais alors regarder ça au calme demain. on va passer la partie donc Duplessis pour parler du combat, mais Volkanovski dans l'ensemble, pas besoin d'avoir vu sa dernière performance pour que tu me dises qu'est-ce que tu penses de ce combattant qui aujourd'hui là vient de passer numéro 1 sur le pound for pound avec John Jones. C'est incroyable. Qu'est-ce que tu penses de ce combattant et pour toi, est-ce que c'est le meilleur? Et je parle en termes de skill, tu vois. Il est trop fort. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de Volkanovski? Ce qui me fascine chez Volkanovski, c'est sa capacité à aller chercher les meilleurs, un peu comme Georges Saint-Pierre faisait, les meilleurs dans chaque domaine pour pouvoir progresser. C'est-à-dire que quand il a affronté Islam Makhachev, il a été travailler avec Craig Jones pendant 2 ou 3 mois. 2 ou 3 mois, il a invité le deuxième meilleur grappleur au monde et tu le voyais, il tournait sérieusement avec lui. C'est pas juste. Et leur collaboration a commencé des années auparavant. Et cette volonté de travailler avec les meilleurs, que ce soit Israël Adesanya, que ce soit Dan Hooker, que ce soit Volkanovski, que ce soit des lutteurs. Là, il avait invité un champion du monde de Ouais. taekwondo pour travailler. Ça, c'est quelque chose qui me fascine et qui prouve tout le sérieux de sa préparation. Donc, ouais, exceptionnel dans sa préparation. Ce que j'aime beaucoup, c'est finalement la simplicité de ce qu'il fait. Hein. Il ne fait pas des trucs qui sont spectaculaires. Il fait des gestes basiques, mais qui sont extrêmement bien maîtrisés. La distance est bien maîtrisée, le timing, il y a l'intelligence de combat. Mais si tu regardes les gestes qu'il fait, il fait pas des gestes de boxe que tu n'as jamais vus. Il n'a pas un coup de pied avec une souplesse qui est. À la limite, hier, Rodriguez, il est plus impressionnant Ouais. dans sa mobilité, dans sa gestuelle, dans sa coordination. Mais par contre, Volkanovski, il sait choisir le bon moment, la bonne distance, le bon timing. Et moi, je suis un entraîneur qui travaille énormément là-dessus. Ce que je dis souvent, c'est que je suis pas un grand technicien. Je connais suffisamment de bagages techniques pour emmener quelqu'un à haut niveau. Je ne suis pas un grand technicien, mais par contre, j'essaie de beaucoup travailler sur la mise en place, la préaction, l'action, le timing, les différentes sensations, le placement de la hanche, le placement de la tête, le placement des bras, tout ça, toutes ces choses qui sont des sensations, des placements du corps et qui finalement comptent autant, voire plus, que la technique en soi et surtout la diversité technique. Et on en parlait hier avec Thomas, c'est un truc sur lequel on est extrêmement d'accord. Thomas, Maxime, c'est des trucs sur lesquels on se rejoint dans ces philosophies. C'est la gestion du poids, le placement du poids, la distance, le timing, tout ça finalement sont peut-être les éléments les plus importants aujourd'hui pour s'imposer au-delà d'une technique secrète. Moi, je ne crois pas à la technique secrète, c'est pour ça d'ailleurs que je montre tout ce que je fais, que ce soit en entraînement, en préparation physique et tout. Moi, je crois au travail, je crois à la répétition de travail.
Et je pense je crois vraiment à la grande répétition de travail. Et je vais te donner un exemple d'exercice que je fais faire à mes athlètes en ce moment. J'appelle ça le 25 fois. Je leur dis, écoute, ce thème, ce drill qu'on a fait, tu vas le faire 25 fois. 25 fois, ça ne te paraît pas beaucoup quand je te dis comme ça. Je te garantis que quand tu fais 25 fois un mouvement, c'est long, c'est très long. Parce qu'en fait, dans les séances, en réalité, quand tu regardes les gars, ils font 5 ou 6 fois. Quand tu montres une technique, ils le font 5 ou 6 fois. Parce qu'il y a le moment où ils parlent, il y a le moment où ils font rien, il y a le moment où ils se regardent, il y a le moment où ils essayent de faire la technique, il y a le moment où l'autre fait la technique. Et à la fin des 5-10 minutes, ils l'ont fait 5 fois ou 6 fois. Quand tu fais 25 fois, ça commence à rentrer dans ton corps. Quand tu le fais 50 fois, tu commences à l'avoir dans le corps. Quand tu le fais entre 100 et 200 fois, tu commences à pouvoir le placer dans des combats. Mais tant que tu ne l'as pas fait 100 ou 200 fois, en fait, tu perds ton temps parce que tu montes des techniques qui ne sont jamais travaillées, qui ne sont jamais faites, qui ne sont jamais refaites. Et donc, voilà. Et donc, moi, aujourd'hui, je fais beaucoup de blocs de travail. On fait des blocs de 2-3 semaines dans lesquels on travaille les mêmes choses avec des petites variantes. OK, on met un peu plus là, on met un peu ça. S'il fait ça, on fait ça. Et globalement, on travaille les mêmes choses. Et tu vois, encore une fois, je te disais, j'adore le cours de Maxime François. Là, je sors du cours de Maxime François. On a travaillé quoi? On a travaillé ce qu'on travaille à chacun de ses cours quasiment, le front-head lock, le body lock. Mais simplement, va placer un body lock et un front-head lock contre Papou Lélé, contre David Gallon, avec son expérience de judo, ses placements. Va le placer avec Benoît Saint-Denis. C'est pas facile. Et donc, il faut travailler pour bien placer son corps, bien placer, mettre la bonne quantité d'énergie, bien placer sa hanche. Et tout ça, ça demande des millions de répétitions. Et le jour où tu as fait des millions de répétitions, quand tu le fais en combat, bah, tu n'as plus besoin de regarder le coach, tu sais comment on le fait. Tu vas, tu positionnes tes mains et boum, ça part. Et ça, il n'y a pas de secret pour ça, c'est 400 millions de répétitions. Et c'est ce qu'on fait avec Delphine, c'est ce qu'on fait avec Ellie, c'est ce qu'on fait avec tout le monde. Mais c'est vrai que ça marche notamment très très bien avec Delphine parce qu'elle a ce côté très concentré, très étudiante. Et tu lui dis, répète 50 fois le truc et elle va le faire 50 fois. Et ensuite, elle va le tenter en combat. Et du coup, bah, ça passe et ça marche. Alexander Volkanovski, moi j'avais une question. Est-ce que tu penses que Ilia Topuria peut le battre? Pourquoi je te parle d'Ilia Topuria? Parce que je sais qu'il n'y a pas très longtemps, avec un de tes athlètes, tu as affronté son frère. Exactement. Donc tu connais Et bien son style. On a été surpris par le niveau au sol de Topuria, enfin du frère. On l'avait un peu sous-estimé sur son niveau au sol. C'est un mec qui n'avait pas combattu depuis un moment. Ses anciens combats, il n'avait pas un niveau au sol qui était extrêmement bon. Et là, effectivement, il s'est présenté avec un bon niveau au sol. Du coup, effectivement, on a regardé un peu les combats d'Ilia Topuria. Il est fort. Maintenant, il y a des défauts dans sa boxe. Alors, je ne me souviens pas exactement comme ça, mais il me semble qu'il se faisait pas mal, contrer sur ses entrées. Il me semble qu'il avait du mal avec les middle kicks, etc. Faudrait que je re-regarde. Là, je t'avoue que tu me prends un peu au dépourvu sur cette question. Mais j'ai aucun doute sur le fait que Volkanovski trouve la faille en boxe avec lui, en lutte avec lui. J'ai vu des belles choses au sol de Topuria, mais sur un excellent lutteur et même quelqu'un qui est aussi fort au sol que Volkanovski, j'ai pas de doute sur le fait qu'il va trouver la faille avec quelqu'un comme ça. Topuria, ce qu'il a, c'est qu'il a une gestion intelligente du combat. On se rappelle de son combat contre Ryan Hall. Il n'avait pas été du tout au sol, enfin quasiment pas, sauf sur du ground and pound très, très explosif. Mais non, je le vois se faire contrer debout. Je le vois se faire contrer sur des timings de lutte. Et je le vois se faire dominer au sol. Donc je vois Volkanovski sortir gagnant de cet affrontement. Dernier sujet du podcast et pas des moindres, la news qui vient de tomber. Francis Ngannou vs Tyson Fury, le combat qui va se faire le 28 octobre, donc en Arabie Saoudite. Pourquoi je veux parler de ça avec toi? Parce que tu connais très très bien Francis Ngannou. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle, de ce combat en boxe anglaise, de sa transition du coup qu'il va faire là, et ton pronostic éventuellement? Alors déjà, je vais peut-être choquer beaucoup de monde en disant que pour moi, Tyson Fury, c'est peut-être le meilleur boxeur poids lourd de tous les temps. C'est vraiment, quand tu regardes ses facultés pugilistiques, la façon avec laquelle il se déplace, le fait que ce soit le seul à avoir encaissé le punch de Wilder
et s'être relevé de ça, de pouvoir gérer le punch de Wilder, d'avoir ce jab, d'avoir cette attitude presque à la Mohamed Ali avec ses déplacements, avec ce jab en allant du côté ouvert, cette gestion, mais avec un physique qui est hors norme. Il est super grand, il est super lourd. C'est peut-être l'un des meilleurs poids lourds ou le meilleur poids lourd qu'on ait jamais vu, malgré son physique, malgré plein de choses. Donc ça, c'est la première chose à poser. Et pugilistiquement parlant, en termes d'affrontement, il n'y a pas photo entre Tyson Fury et Ngannou. Il y a un monde de différence. Il y a 10 mondes de différence. Et ça, c'est la première base à poser. Maintenant, on a Francis qui a un punch qui est incroyable. On a Francis qui a une force qui est incroyable. Et si jamais dans les premiers rounds, Francis il arrive à toucher sur un crochet large, sur un uppercut, sur quelque chose de très puissant comme ça, on sait que Francis il a la capacité de mettre KO sur n'importe quel coup. Alors on peut avoir des doutes sur le fait qu'il puisse mettre KO avec des gros gants, qu'il puisse mettre KO sans le finish, parce que souvent il l'étourdit, mais pas un KO net, sauf avec Overeem, mais il l'étourdit et puis ensuite il les termine avec un autre coup. Donc on peut avoir des doutes là-dessus, mais il y a quand même ce facteur X qui fait que Francis, dans le premier, dans le deuxième, peut-être même jusqu'au troisième, après, au-delà du deuxième, je commence à avoir des doutes, mais dans les 2 premiers rounds, peut-être que Francis peut nous sortir une frappe de l'enfer et toucher. Au-delà des 2 premiers, j'ai vraiment l'impression que le travail de Sapp, de distance, de gestion de la distance, de Sapp que va mettre en place Tyson Fury va être très 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 compliqué pour Francis en termes de vitesse, de technicité, de distance, de gestion des gros gants. Tout ça, ça va être très très compliqué. Mais on peut voir une attaque très forte de Francis dans un premier temps. Et puis surtout, quoi qu'il arrive, ce sera une victoire de Francis parce que ce qu'il a fait, c'est exceptionnel. Il voulait combattre pour un championnat du monde de poids lourd. Il va le faire. Il voulait être free agent. Il est free agent. Il voulait aller dans une autre organisation. Et c'est ce qu'il a fait. Il voulait être champion poids lourd de l'UFC. Voilà. C'est un exemple pour nous tous, Francis. Et je pense d'autant plus quand on l'a côtoyé, qu'on a vu où il était, qu'on a vu ce qu'il faisait à l'époque. Et c'est un mec qui a toujours cru en lui, mais 10 fois, 100 fois, 1 million de fois plus que nous tous on croyait en lui. Et qui a réussi aujourd'hui à prouver qu'il avait raison de croire en lui. Et chapeau pour ça, parce que voilà, il avait son projet et il a été au bout de son projet. Et, franchement, respect à l'homme Francis Ngannou pour être aussi têtu et réussir à aller aussi loin. Super. Nico, si je devais te demander ton top 3 de combattants de MMA dans le classement mondial, là, qui te vient en tête, c'est quoi si tu dois m'en dire 3 toute Euh, génération confondue. à toute génération Ouais. confondue, top 3 des meilleurs combattants. Pour toi, hein, vraiment. Après, on n'est pas, tu vois. Ouais, ouais, ouais. C'est dur, hein, c'est très très dur. John Jones, il est automatiquement là-dedans. D'un point de vue historique, j'ai envie de mettre le trio classique, Jones, Georges Saint-Pierre et Anderson Silva. Euh, Maintenant, à l'heure actuelle, il y a des mecs que j'apprécie beaucoup. Jones, il est dedans. Islam Makhachev, il est dedans. Parce qu'il a une lutte extraordinaire. Encore une fois, je le dis, les gens sous-estiment son pied-point. Il a un pied-point que je trouve extrêmement intéressant. Et voilà. Et Volkanovski, bah, on est obligé de reconnaître son talent, son style, son travail qui est très, 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 très impressionnant. J'aime beaucoup ce que fait Cejudo aussi. Ce qu'il fait et ce qu'il a fait, c'est impressionnant. Quand tu es champion olympique de lutte, tu arrives à faire une transition dans laquelle tu luttes beaucoup moins et tu mets des gros KO et tu montes d'une KT et tu continues à mettre des KO. C'est un homme du défi et j'espère qu'il ira au bout de son défi, qu'il reprendra la ceinture dans sa KT. Et pourquoi pas, puisque c'est son rêve, qu'il ira affronter Volkanovski dans la KT d'au-dessus. Et top 3 des athlètes français. Top 3 des athlètes français actuels, on est obligé de mettre Cyril, on est obligé de mettre Saladin. Et en troisième, si on met pas Francis,
En troisième, je dirais qu'à l'heure actuelle, je mettrais forcément Nassour de par son niveau et de par l'affinité que j'ai avec Nassour. Super. Et trois prospects, si tu as trois noms de jeunes qui sont sur le parcours amateur ou qui font leur début en pro et qu'il faut suivre de très près et qui pour toi vont être prometteurs. Bon, alors dans les prospects là qui sont sur le Ouais. circuit amateur, je suis obligé de parler de Delphine, je suis obligé de parler des frères Prigent, je Genre, parlerai d'Arnaud parce que c'est celui que je connais le mieux. Alors ça fait pas trois, ça fait deux. Euh, je pourrais parler de Soussou aussi, Swill. Je pourrais parler de Mathilde. Après, si on va un petit peu au niveau du dessus, ceux qui sont pas encore au sommet, mais qui sont encore jeunes et qui sont très forts, j'ai envie de parler de Baki, j'ai envie de parler de Benoît Saint-Denis, qui m'impressionnent tous les deux beaucoup par leur maturité, par les résultats qu'ils font, leur qualité d'entraînement. Baki, il ne faut pas oublier, il a 21 ans, quoi. Quand tu ouais. vois la maturité avec laquelle il parle, la maturité de ses combats, les choix qu'il fait, le physique qu'il a, très impressionnant. Benoît, pareil, très impressionnant. Il est encore, je ne sais pas quel âge il a, Benoît, je crois qu'il a 24, 25. Voilà, très mature, très fort. Là, il tape un top 20 mondial. Non, ça fait plaisir quoi, d'avoir la chance de côtoyer ces gars-là et de les voir travailler à ce niveau-là. C'est super kiffant. Super. Nicolas, ton actualité à l'heure actuelle, il y a un camp qui se prépare avec Thomas Loubersan. Je l'affiche à l'écran. Donc voilà, est-ce que Ouais. tu peux nous parler de ce stage Rascamp le 19 et 20 août? Alors, trois actus, le stage Rascamp, mais on va aller vite dessus parce qu'il est quasiment plein. Ok, 2 jours avec Thomas Loubersan, on va faire du grappling et du grappling pour le MMA. 19-20 août, réservation, vous nous envoyez un MP sur Insta. On a le programme Transfo qui continue avec une très très belle édition pour l'été. Donc si vous voulez vous transformer, vous préparer physiquement pour être prêt pour la rentrée, pareil, il y a le lien dans la bio et ça dure 4 semaines. Là, Donc le programme Transfo, une session sur juillet, une session sur août, la nutrition, la transformation en préparation physique pour être vraiment prêt pour la rentrée, pour être vraiment fort. Et puis, dernière chose, la formation sur la gestion des de la blessures récupération avec François et Maubert. la prévention des blessures avec François Maubert. On l'a déjà faite, la formation. On l'a filmée, on l'a digitalisée. Vous avez les PowerPoint dedans, vous avez les exos, vous avez tout qui a été filmé, qui est tout décomposé. Et tout ça, ça va être disponible en ligne. Donc voilà un petit peu sur l'actu Smart Fight et tout ce qui est lié au sport de combat. Aussi, autre actu, très très brièvement, Twitter. Je débarque sur Twitter, je poste à mort parce que ça me fait kiffer. Donc n'hésitez pas à venir suivre, comme d'hab, smartfight.fr. Et puis, ou Nicolas Haute, je me rappelle plus ce que j'ai mis. Et puis voilà quoi. Super. Super, Nico. On peut te retrouver aussi sur MyProtein. J'invite les gens à aller voir ces vidéos qui sont vraiment très très intéressantes. Je suis le premier à les regarder dès qu'elles sortent. J'apprécie vraiment ce contenu que tu produis chez eux. Donc vraiment très très sympa. Voilà. Merci beaucoup. Je voulais ajouter ça au podcast. Je termine toujours mes vidéos, mes podcasts par un petit quiz. C'est spécialement pour toi. C'est si tu devais en garder que un. La protéine ou la créatine, Nico? La protéine, Ok, le cardio, la musculation. le cardio, Tu utiliserais plutôt le tapis de course ou le rameur. le rameur. L'entraînement, plutôt celui du soir ou du matin, si tu devais en Le garder. matin, Ok, moi je suis du matin. tu garderais plutôt un kebab ou un tacos. Un kebab. Allez, super. Nico, c'était un plaisir. Donc voilà, tes réseaux sont en description de la vidéo. Merci d'être venu pour apporter ton expertise sur tout ça, sur tous les sujets qu'on a abordés, ainsi que sur l'actualité du MMA. C'est toujours un plaisir pour moi de t'écouter. Tu es toujours le bienvenu sur After Fight. Je te souhaite le meilleur pour la suite avec Smart Fight et j'invite vraiment tous les gens à aller te suivre, que ce soit sur ta chaîne YouTube, enfin sur tes réseaux. C'est toujours un plaisir ce que tu produis via tes réseaux. Voilà, Nico, Kevin, merci force à toi. beaucoup. Le plaisir était partagé. C'était très sympa. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. Ciao.